Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 12 juin 2026. Tout de suite, les principaux titres. Les automobilistes dénoncent la nouvelle organisation de la répartition du carburant en mairie de Bujumbura qu'ils jugent injuste. Et pendant ce temps, le gouvernement du Burundi, sans proposer de solutions concrètes à la pénurie du carburant, continue d'écarter la libéralisation de ce secteur et mise sur les véhicules électriques. Et puis certains habitants de la commune Ngozi, située dans la province de Butanyerera, se lamentent suite aux perturbations de leurs activités quotidiennes causées par une croisade organisée durant 3 jours dans le cadre de la commémoration de la mort de l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza. Et le gouvernement burundais envisage de réintroduire la classe de 10e année et de rétablir la restauration des étudiants de l'université du Burundi. Des mesures prises dans l'objectif d'améliorer le niveau de connaissance des apprenants, a déclaré le premier ministre burundais Nestor Naonouye. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par la page diplomatie. Le ministère belge des Affaires étrangères a réagi aux récents propos de l'ambassadeur du Burundi en Belgique. L'ambassadeur Terence Nahiraja avait reconnu que ses services suivent les activités et les déplacements de certains Burundais vivant en Belgique, une pratique qui contrevient aux règles encadrant les missions diplomatiques. Selon le journal belge CNAC, le ministère belge des Affaires étrangères envisage de demander des explications à l'ambassadeur burundais. Le point avec Clovis Nyonzima. Dans un article publié le 10 juin par le journal belge CNAC, le cabinet du chef de la diplomatie belge, Maxime Prévost, indique exiger des normes élevées afin de garantir que les représentations diplomatiques en Belgique respectent la Convention de Vienne qui fixe le cadre juridique de la diplomatie internationale ainsi que la législation et les obligations qui incombent aux diplomates. L'ambassadeur du Burundi en Belgique ayant récemment reconnu publiquement qu'ils connaissent les adresses, les activités et suivent les déplacements de certains membres de la diaspora burundaise en Belgique, la réaction du cabinet du ministre Prévost, recueillie par le journal CNAC, est claire. Ces pratiques violent le cadre juridique de la diplomatie. Le cabinet entend donc demander des éclaircissements à son représentant de Gitega à Bruxelles, précise le journal. L'ambassadeur Terence Nahiraja a déclaré qu'il contrôle ces Burundais de Belgique dans une interview accordée fin mai à la chaîne Main Swift 257 du Burundi. Outre ces récentes déclarations, perçues comme une intimidation par la diaspora burundaise en Belgique, l'ambassade du Burundi à Bruxelles avait déjà été mentionnée par le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. En 2024, ce service belge avait signalé dans son rapport annuel que le service national de renseignement burundais surveillait la diaspora burundaise via ses antennes en Belgique afin d'identifier d'éventuelles menaces extérieures, notamment par le biais de l'ambassade du Burundi à Bruxelles, dirigée par Terence Nahiraja depuis août 2019. Cette surveillance de Burundi par les agents du service national de renseignement avait été communiquée au service de sécurité belge. Et en page droits de l'homme, le gouvernement burundais expose le citoyen congolais Benjamin Babunga à une douleur qui risque d'être profonde et durable. Le journaliste et directeur de la radio publique africaine Bob Rugurika dit que, sans surprise, l'État burundais vient de décider de poursuivre Benjamin Babunga pour 4 lourdes accusations, dont l'infraction d'espionnage et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Des infractions fabriquées de toutes pièces, selon Bob Rugurika. Suivez-le. En fait, nous l'avions dit même avant, le dossier Benjamin Babunga risque de révéler une fois de plus, en fait, aux yeux du monde entier, les profondes atteintes portées par l'État du Burundi aux droits humains, aux droits fondamentaux. En fait, aujourd'hui, de dérive en dérive, les autorités burundaises semblent s'enfoncer dans les pratiques contraires aux droits internationaux.
Alors, aujourd'hui, les lourdes accusations retenues contre Benjamin Babunga, et notamment les accusations d'espionnage, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, et surtout d'actes de terrorisme. Aujourd'hui, ça apparaît avant tout comme une volonté de lui infliger une épreuve dont les conséquences probablement humaines et psychologiques pourraient être profondes et surtout durables au regard de l'extrême gravité des faits allégués. En fait, 4 chefs d'accusation particulièrement graves, pour lesquels, moi, je suis convaincu que ces soutiens, et surtout les juristes, ils vont trouver qu'aucune preuve crédible ne pourra vraiment être produite par la justice burundaise. Alors, imaginez, pour le rappel, le citoyen congolais Benjamin Babunga, il avait été initialement interpellé à Bujumbura pour ce qui avait été présenté comme une affaire de mauvais stationnement dans un parking d'un bar-restaurant à Bujumbura. Alors, aujourd'hui, il est très visible que son cas s'inscrit, selon plusieurs observations, dans une logique, en fait, de répression transnationale incompatible avec les garanties consacrées par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aujourd'hui, de telles violations, en fait, si, par exemple, demain, la justice internationale ou bien la défense de Benjamin parvenait à établir ces infractions, mais ça pourrait engager la responsabilité internationale de l'État burundais et l'exposer à des poursuites devant des mécanismes probablement régionaux ou internationaux. Et je vous le disais en titre, les mécontentements se multiplient chez certains habitants de la commune d'Ongodzi située en province de Butanyerera. Ils dénoncent les perturbations de leurs activités quotidiennes causées par une croisade organisée durant 3 jours dans le cadre de la commémoration de la mort de l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza. Selon ces habitants, tous les après-midi sont consacrés à ces activités, ce qui les empêche de vaquer normalement à leurs occupations. Les détails avec Innocent Valentin Singilangabo. Depuis ce jeudi, lors de l'ouverture de cette croisade, les jeunes Imbonerakure, garçons et filles confondus, assurent la sécurité dans toute la ville d'Ongodzi. Ces Imbonerakure ordonnent la fermeture de toutes les maisons commerciales, les boutiques ou encore les bistrots. Toutes les personnes sont contraintes à se rendre impérativement dans les prières de la croisade, une situation qui perturbe les habitants de la ville d'Ongodzi dans leurs activités quotidiennes de survie. Ces Imbonerakure intimident ainsi la population étant habillée en tenue qui porte les couleurs du parti CNDD-FDD, que ce soit les pantalons et les t-shirts en couleur verte et en kaki. Les chaussures sont en kaki également, ou encore les chaussures militaires avec des casquettes en tissu militaire. C'est au moment où il y a une mesure du ministère de l'Intérieur qui interdit formellement de tels habillements. Ce sont ces Imbonerakure qui réglementent la circulation routière une fois qu'une autorité quelconque se déplace. Ils assurent en même temps la sécurité plus que les policiers tout autour du stade Ngozi où se déroule la croisade, munis des radios Motorola pour la communication comme des militaires. La population de la ville d'Ongodzi ne sait plus sur quel pied danser, si ce n'est que de participer malgré eux dans ces prières. Les dites prières, qui débutent à 14h pour se terminer à 18h, ont été organisées par le parti CNDD-FDD en province de Butanyerera en la mémoire de feu Pierre Nkurunziza. Poursuivant ce journal par la page de gouvernance, certains propriétaires de véhicules en mairie de Bujumbura critiquent la nouvelle organisation de la distribution du carburant. La plupart des stations-service du centre-ville sont réservées aux employés de certaines organisations et de certains services, tandis que les autres citoyens doivent s'approvisionner au niveau des stations situées en périphérie de la ville. Une situation qu'ils jugent injuste. Inès Gakiza nous en dit plus. C'est de l'injustice. Eux travaillent tranquillement, sachant que leur carburant est réservé, mais nous, on nous dit que nous n'avons pas le droit d'être servis dans ces stations. Cette catégorie de personnes qui n'a plus à se soucier de l'endroit où trouver du carburant est composée des employés de certaines organisations et de quelques secteurs. Ces derniers disposent de stations-service qui ne sont pas ouvertes aux autres usagers. C'est la société pétrolière du Burundi, la Sopebu, qui détermine les lieux d'approvisionnement et leur a attribué des stations situées au centre-ville et dans certains quartiers facilement accessibles.
Quand on va chercher du carburant, on voit que les stations ont été approvisionnées, mais sur presque toutes les stations du centre-ville, on nous dit que le carburant est réservé soit aux employés de la BRB, soit de la présidence, soit de telle banque, soit du gouvernement. Et on nous dit que c'est le directeur de la SOPEBU qui donne les listes des bénéficiaires, et ces derniers viennent quand ils veulent, la journée ou le soir, pourvu que la personne soit sur la liste, il aura le carburant. Les citoyens qui ne travaillent pas dans ces organisations ni dans ces secteurs accusent la SOPEBU de discrimination. Ils ont été laissés avec des stations éloignées du centre-ville. De plus, l'approvisionnement en carburant y est lent, alors que dans les stations réservées, le carburant reste disponible en attendant les bénéficiaires désignés. Les simples citoyens sont envoyés vers des stations de la périphérie de Bujumbura. Et sur ces stations, on peut attendre ce carburant durant 3 jours et finalement repartir sans en avoir alors que les favorisés ont déjà été servis. Des fois, on manque même de carburant pour y arriver. On se demande pourquoi le directeur de la SOPEBU catégorise la population. Ceux qui ne travaillent pas dans ces secteurs n'ont pas besoin de carburant. Dans ces stations réservées à certains groupes, des informations recueillies par la RPA auprès d'acteurs du secteur pétrolier indiquent qu'il existe des dépôts de carburant achetés et importés par certaines organisations. Celles-ci obtiennent une autorisation et la SOPEBU leur indique ensuite les stations où stocker ce carburant. Un autre groupe de stations est directement approvisionné par la SOPEBU qui en précise également les bénéficiaires. Les citoyens demandent que le carburant acheté par l'État soit distribué équitablement sans favoritisme. Ils souhaitent aussi que les bénéficiaires de réserve soient orientés vers des stations de la périphérie de Bujumbura afin d'éviter que la population actuellement envoyée dans ces stations ne se retrouve sans carburant pour s'y rendre et sans moyen de retour faute d'approvisionnement sur place. La RPA a tenté de joindre le directeur général de la SOPEBU, Samuel Ndaisenga, mais sans succès. Et en restant sur cette problématique liée à la pénurie du carburant, le Premier ministre burundais Nestor Naounouye a déclaré lors de l'émission publique organisée ce jeudi par les membres du gouvernement à l'intention des journalistes et de la population que la libéralisation du marché de l'importation du carburant ne constituerait pas une solution à la pénurie que connaît le Burundi et risquerait même d'aggraver le coût de la vie. Sans toutefois avancer de solutions concrètes, le Premier ministre burundais a plutôt appelé les Burundais à se tourner vers les véhicules électriques. Je vous propose d'écouter Nestor Naounouye, il est le Premier ministre du Burundi. Cela fait longtemps que le carburant n'est pas disponible de manière suffisante. On pourrait dire que cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord, il y a des problèmes qui surviennent à l'échelle mondiale, ce qui rend l'approvisionnement en carburant difficile et le Burundi n'est pas le seul concerné. Il faut aussi rappeler que nous ne produisons pas nous-mêmes le carburant et que nous ne pouvons pas l'importer librement selon notre volonté. Ceux qui en ont la capacité peuvent l'importer. Le problème se pose ensuite. Une demande par exemple s'ils peuvent vendre à 4 000 francs en disant qu'à côté de chez nous ils s'achètent à 7 000 ou 8 000. Aujourd'hui encore, certains sont autorisés à l'importer. Vous voyez même des organisations internationales qui collaborent avec des partenaires pour en fournir. Vous savez que la vie devient difficile lorsque le prix du carburant augmente. C'est pour cela que la libéralisation devrait s'accompagner d'une hausse des prix comme cela se fait ailleurs. Donc, toutes ces questions doivent être examinées avec prudence. Nous continuons également à demander aux gens d'acheter des véhicules électriques. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les voitures électriques entrent sans être taxées. L'électricité nécessaire pour ces véhicules n'est pas très élevée. C'est simple. Même si vous partez dans un endroit sans électricité, le Burundi est un petit pays. Vous pouvez rouler, revenir, atteindre un endroit où il y a de l'électricité, puis recharger et repartir avec une autre énergie. Et au cours de cette même émission publique organisée ce jeudi, le Premier ministre Nestor Naounouye a annoncé la réintroduction de la classe de 10e année ainsi que le rétablissement de la restauration des étudiants de l'Université du Burundi dans les prochains jours. Nestor Naounouye a affirmé que ces mesures ont été prises dans le but d'améliorer le niveau de connaissance des apprenants après le constat d'une baisse de la qualité de l'enseignement. On l'écoute.
uno mwaka twarahinduye intunganyo y'ivyigwa mu mwaka w'indwi. Cette année, nous avons modifié l'organisation des études à partir de la 7e année. L'objectif est de réintroduire la 10e année car nous avons constaté une baisse du niveau des connaissances. Parmi les causes de cette diminution figure la réduction de la durée des études. Les élèves étudient pendant 12 ans au lieu de 13 ans auparavant pour achever l'enseignement fondamental et secondaire. Les élèves qui ont commencé avec ce nouveau programme en 7e année poursuivront cette nouvelle organisation jusqu'en 10e année. Concernant le concours d'entrée dans les écoles d'excellence, les élèves ayant obtenu de bonnes notes mais n'ayant pas été sélectionnés seront orientés vers des écoles disposant d'internats dès la 7e année en fonction des places disponibles. L'Université du Burundi va également rouvrir ses restaurants universitaires afin que les étudiants puissent à nouveau bénéficier de la restauration dans les résidences universitaires. Toutes ces mesures visent à améliorer les conditions d'apprentissage et à renforcer le niveau des connaissances des apprenants. Le Premier ministre burundais a ainsi confirmé les déclarations du ministre de l'Éducation qui avait également reconnu la baisse du niveau des connaissances des élèves finalistes du secondaire. Et dernière nouvelle de ce journal, certains techniciens agricoles estiment que le programme de plantation et de multiplication des avocatiers n'a pas été bien conçu et que, par conséquent, il ne pourra pas assurer une bonne production. Qui plus est, selon ces techniciens, l'arrosage doit respecter un calendrier précis et ne pas être effectué de manière désordonnée. Emmanuel Nyungeko s'est entretenu avec l'un des acteurs du secteur agricole. Un des techniciens agricoles qui s'est confié à la RPA explique que le programme de plantation d'avocatiers a été mal conçu et par conséquent ne pourra pas donner un meilleur rendement. Il mentionne que le greffage devait se faire au niveau des pépinières pendant la saison des pluies et non le faire pendant la saison sèche. Pour que le projet des avocats soit bien réalisé, il fallait d'abord préparer des pépinières et faire du greffage au niveau des pépinières pendant la saison des pluies au mois d'octobre, novembre et décembre. Comme ça, l'avocatier sera déjà solide pendant la saison sèche. Donc ce programme n'a pas été bien étudié à voir le moment de sa plantation. Le greffage est en train de se faire en saison d'été et tous les avocatiers déjà bouturés sont devenus secs. Si l'on plante sans procéder par des pépinières, il n'y aura point de rendement. Ils ont été en retard, c'est un projet mal conçu. De plus, selon ce technicien, l'arrosage des avocatiers doit suivre un horaire bien précis et non pas le faire de façon désordonnée. Il tient à préciser que les avocatiers se développent mieux pendant la saison pluvieuse car ils ont besoin de beaucoup d'eau pendant leur croissance. L'avocatier est l'une des plantes dont l'aspersion n'est pas efficace. Il a besoin de l'eau de pluie. En plus, vous savez que l'arrosage se fait tôt le matin et le soir. Mais nous voyons qu'ils arrosent en pleine journée alors que c'est le moment de la transpiration des feuilles. Cela cause leur endommagement. Cette plante est aspergée pendant le moment inapproprié. Dans certaines localités, l'on parle des grognes des habitants qui se disent forcés de faire le greffage et l'arrosage des avocatiers, un travail qui, selon eux, ne présage pas d'intérêt plutôt que de leur faire perdre du temps de s'occuper d'autres activités. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 12 juin 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remesha. Je vous souhaite un bon début du week-end.